Eh bien, bonjour à tous. Je crois qu'on est parti. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous cette, belle lumière. Pour ceux qui sont habitués effectivement à nous suivre, heu, on a changé d'horaire et on a la particularité d'avoir des bureaux qui sont relativement ensoleillés. Donc du coup, désolé si je regarde pas la caméra directement, mais si je regarde la caméra, en fait, j'ai le soleil, en pleine figure, donc c'est pas très confortable. Donc on a changé un peu le spot. Pour le coup, on va attendre les derniers retardataires. Bonjour à tous, en tout cas, merci, d'être présents aujourd'hui. On a une thématique, particulière qui est effectivement, le patrimoine sans frontières. Plus largement, qu'est-ce qu'on peut faire, quand on est expatrié? On vous donnera, quelques clés, quelques tips. Je commencerai par une brève présentation, de qui nous sommes, chez Bonjour Patrimoine, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. C'est une matière, extrêmement intéressante. J'ai la chance de l'enseigner, dans une école de commerce, sur Toulouse parce que nous sommes toulousains, donc impossible de résumer, 36 heures de cours en 1 heure, je vous rassure. Puis l'idée, c'est pas non plus, effectivement de faire, de vous des experts, en gestion de patrimoine pour expatriés, mais plus, effectivement de vous donner les bons réflexes, et les bonnes questions à vous poser et surtout de mesurer un petit peu, toutes les conséquences que peut avoir un départ à l'étranger. On parle bien de départ, attention. On fera peut-être, un prochain webinaire sur, les retours. Donc dans ce cas-là, on va parler d'impatriation. Si on part, on s'expatrie, si on rentre, on s'impatrie. Ça pourrait tout à fait faire l'objet d'un prochain webinaire. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Alors il y a un chat, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct. J'essaierai autant que possible, autant que faire se peut, d'y répondre. Sinon, bah, voilà, vous pouvez aussi, bien entendu, toujours nous contacter, à contact@bonjourpatrimoine.fr, si vous avez des questions ou si vous voulez, qu'on réponde à des problématiques assez spécifiques. Alors, rentrons dans le vif du sujet tout de suite, pour répondre à la question: «Qui nous sommes?». Donc chez Bonjour Patrimoine, on a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine global avec une approche à 360. Donc, qui dit approche à 360 dit vraiment une approche, généraliste, de notre métier. On n'est pas spécialisé que sur le financier, on n'est pas spécialisé que sur les solutions de défiscalisation, on n'est pas spécialisé que sur l'immobilier, on est vraiment, généraliste. On travaille beaucoup en interprofessionnalité avec des notaires, des avocats, des experts comptables, notamment, dans le cadre d'une approche, globale de la gestion de patrimoine. Ça, c'est notre métier au quotidien. On est aussi, et surtout d'ailleurs, une vitrine internet, une vitrine, par l'intermédiaire de notre site internet gestiondepatrimoine.com. C'est un site interne, une vitrine pédagogique, de la gestion de patrimoine. Vous aurez la chance de pouvoir trouver, pas mal de contenu. Pour le coup, des articles, bien entendu, des guides, on s'efforce de réaliser des guides sur des problématiques spécifiques, des webinaires pour le coup, des podcasts également, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Notre ADN, ça a toujours été effectivement de faire, connaître notre métier, notre beau métier qui est le conseil en gestion de patrimoine, hem, au plus grand nombre, voilà. Et on a aussi, développé depuis peu, mais je vais m'arrêter là pour la présentation, pardon, des outils de diagnostic, patrimonial automatique, pour le coup, et on a déjà eu l'occasion de les présenter, sur notre chaîne, Wabikio. Alors voilà un petit peu qui on est. Rapidement, bah, qui sommes-nous? Toujours, cette question. On se distingue par notre objectivité par rapport aux établissements financiers. On est capitalistiquement parlant, lié à personne. On est indépendant, objectif, on est là pour travailler dans votre intérêt, à vous. En fait, c'est vous, en tant que client, qui nous mandatez pour, trouver les solutions, en tout cas pour vous accompagner de façon globale, et on peut travailler avec l'ensemble de la place de marché. Donc nous, on travaillera pour vous à mettre en place les meilleures solutions après une analyse, précise, minutieuse et détaillée, de tout ce qui est pertinent à notre sens et à votre sens aussi, d'analyser, par rapport à votre situation patrimoniale. Voilà, donc on est effectivement généraliste en gestion de patrimoine, on a une approche globale, ça je vous l'ai dit. Notre approche, on dit souvent qu'elle est transversale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois juridique, problématique, et vous allez le voir un petit peu là, on va l'évoquer rapidement, mais je pense que ce webinaire-là, pardon, sera un bon exemple de notre transversalité. Juridique, bien entendu, fiscale, on va le voir, surtout, dans cette matière d'expatriation économique et financière, bien entendu. Donc voilà, on s'efforce, on met toujours un point d'honneur à avoir une approche la plus transversale possible. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Eh bien, on va vous aider à définir vos objectifs patrimoniaux, ensemble. Si vous les connaissez, tant mieux. En tout cas, si vous les connaissez pas, nous, on sera là effectivement pour pouvoir vous accompagner et vous aider à les calibrer, du mieux que possible. Notre métier, c'est aussi d'adapter l'ensemble des enveloppes d'investissement à vos objectifs, pour être sûr que ça colle. Alors, ça paraît bête, hein, cette phrase, mais, juste, à titre d'exemple, hein, si on compare 2 grosses enveloppes, hein, l'assurance vie, le compte titre, pour mettre le même support à l'intérieur, vous avez une enveloppe de capitalisation, une enveloppe de distribution, une enveloppe qui capitalise en franchise d'intérêt, une enveloppe qui est fiscalisée, une enveloppe qui est exonérée, sous toute réserve, au droit de succession, une enveloppe qui est taxée et en fait, si vous vous trompez d'enveloppe pour le même sous-jacent, votre stratégie patrimoniale, elle est un peu cassée. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ça et définir les bonnes enveloppes, c'est essentiel. Et ensuite, bien entendu, adapter la stratégie dans le temps, parce que ce qui est sûr, c'est que votre vie évoluera, votre patrimoine évoluera, il faut que votre stratégie patrimoniale évolue également dans le temps. Donc c'est pour ça que vraiment notre ADN, notre objectif, c'est de vous aider à réaliser les vôtres d'objectifs et que la relation en fait que vous entretenez avec un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas une relation one shot, c'est pas une relation d'un soir, j'ai envie de dire, c'est vraiment une relation à long terme. Voilà, vous vous mettez main dans la main avec un expert qui est là pour vous accompagner, tout au long de votre vie et en fonction de votre stratégie qui est, à même de pouvoir changer. Alors voilà, nous voilà dans le vif du sujet. J'en profite pour regarder s'il y a des questions. Non, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, le chat est là, on essaiera autant que possible d'y répondre. 4 points, qu'on va essayer alors et qu'on va amener avec plus ou moins de profondeur. 4 points qui nous a semblé essentiels à adresser sur cette thématique. Un, la notion de détermination de la résidence fiscale. 2, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact en termes d'impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux? PS, prélèvements sociaux, hier, impôt sur le revenu. Quid, quelques points d'alerte à qu'on a voulu mettre en exergue, voilà, quand vous partez à l'étranger, et les conséquences que ça peut avoir sur votre patrimoine et on fera un focus aussi, si on a le temps, enfin j'espère, en tout cas qu'on mettra en avant, cette belle enveloppe que sont les contrats d'assurance vie au Luxembourg, parce que c'est vraiment des enveloppes qui sont, assez dédiées et assez, spécialisées, quand on a de la mobilité internationale. Alors voilà. Rentrons dans le vif du sujet sur la résidence fiscale. Il faut savoir que c'est vraiment la clé, en fait, pour savoir où est-ce que vous allez payer vos impôts. Pourquoi je vous dis ça? Il faut déjà déterminer si vous êtes résident fiscal français, si vous êtes non résident fiscal français. Ça, c'est vraiment la base. Il y a des règles pour ça. Chaque État a ses propres règles de résidence fiscale. Si jamais il y a des conflits, effectivement, il y a des conventions, fiscales internationales, hein, qui sont là effectivement pour répondre à la problématique. S'il y a un peu de confrontation, en tout cas si 2 États, déterminent que, typiquement vous êtes, je prends un exemple, hein, vous êtes résident fiscal, français, et l'Italie considère que vous êtes résident fiscal italien, dans ce cas-là, il faut aller regarder la convention fiscale qui va régler entre guillemets «les litiges» en cas de conflit de résidence fiscale. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous êtes considéré résident fiscal français, en fait, vous êtes tenu à ce qu'on appelle des obligations fiscales illimitées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Simplement qu'en fait, vous êtes imposable en France sur l'ensemble de vos revenus et sur l'ensemble de vos biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger. Voilà, je prends un exemple, hein, l'IFI, c'est un IFI monde, OK? Impôt sur la fortune immobilière, c'est pas que les biens en France. Si vous avez des biens en Espagne, si vous avez des biens en Italie, faut les intégrer. Voilà. Alors après attention, on regardera dans le vif du sujet, enfin, on regardera un peu plus tard, pardon, dans le webinaire et on rentrera sur le vif du sujet sur comment on peut limiter, entre guillemets, «cette double imposition». C'est des sujets très spécifiques. Bien sûr, l'idée, et pour le coup, l'ensemble des administrations fiscales et des États, ont un peu, je dirais, balayé pour éviter autant que faire se peut, d'éviter la double imposition. Mais parfois, il peut y avoir un peu d'overlap, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à fiscaliser en France et dans un pays tiers, attention à ça et dans ces cas-là, il faut être très, très, très attentif et en tout cas très bien entouré aussi. Alors vous pouvez être entouré par qui? Vous pouvez être entouré par, des conseillers en gestion de patrimoine experts, bien entendu, comme nous, hein. Aujourd'hui, on a, à peu près 20 de notre clientèle qui est expatriée. Donc on a su développer au fil des années un véritable savoir-faire, sur ces problématiques-là. Vous pouvez aussi travailler, sur avec des spécialistes, hein, des avocats fiscalistes internationaux qui seront capables de vous accompagner et en vrai, on peut tout à fait travailler main dans la main, et c'est là où c'est le mieux. Alors après, vous pouvez aussi travailler, en tout cas avoir un premier contact. La plupart du temps, quand vous partez à l'expatriation, soit vous partez parce que, voilà, vous plaquez tout en France, je caricature un petit peu et puis vous dites, «L'herbe est plus verte ailleurs, je vais tester d'autres pays».
bon, dans ce cas-là, voilà, vous partez «libre» entre guillemets, hem, ou alors, vous partez sous des contrats d'expatriation. Dans ce cas-là, c'est que vous faites partie vraisemblablement de grands groupes, qui offrent un service de mobilité internationale et dans ces cas-là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, bah, simplement, en fait, vous avez les services RH des boîtes dans lesquelles vous travaillez qui sont, voilà, qui sont tout à fait aptes à répondre, en tout cas à vous offrir une première réponse. Donc voilà, un petit peu par rapport à ça. Donc on disait c'est extrêmement important de déterminer la résidence fiscale. On regardera un petit peu les critères, je vais passer, mais c'est ça. A contrario, si vous êtes considéré comme non résident, bah, en fait, vous ne serez imposable en France que sur vos revenus de source française ou vos biens immobiliers situés en France. Ça peut avoir des vrais impacts, concrètement, et il y a un petit peu de jurisprudence, dessus. On rentrera dans le détail, mais en tout cas, chaque situation est propre et c'est extrêmement important, que de déterminer votre résidence fiscale de façon fiable, pour éviter les conflits de fiscalité. Donc voilà un petit peu le 1er point. On l'a dit, là, on l'a mis sous une autre forme. Si vous êtes résident fiscal français, donc obligation fiscale limitée, non résident, on va taxer, enfin, moi je taxe rien, je vous rassure. L'administration fiscale va taxer les revenus sources françaises, pardon, et les biens et droits immobiliers situés en France. Concrètement, on parle de quel type, de fiscalité? Bah, en fait, tout type de fiscalité. Alors l'impôt sur le revenu, c'est le plus connu et puis c'est celui qu'on va voir dans la deuxième partie de ce webinaire. C'est aussi l'impôt sur la fortune immobilière, OK, ou encore, et là, ça dépend pas que de vous, hein, ça dépend aussi de l'héritier ou du donateur ou du légataire, pardon, en cas de transmission à titre gratuit, donc soit donation, soit succession. Voilà. Hem, c'est vraiment la résidence fiscale qui va fixer les règles applicables et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'y consacrer un petit peu. Alors voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, le chat est pas très animé, mais voilà, n'hésitez pas. Hem, alors c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction, chaque droit interne, donc chaque pays, pour faire plus simple, édicte ses propres règles au niveau des critères, en matière de résidence fiscale. OK. Et c'est pour ça que, bah, on peut y avoir un peu de conflit. Alors les conventions, fiscales internationales, alors il y a un modèle, hein, qui est le modèle OCDE. En fait, chaque convention map un petit peu voilà, sur la lecture. Alors il faut savoir qu'une lecture de convention internationale, c'est pas, forcément facile, c'est pas chose aisée. C'est une expertise, vraiment, si vous il y a des sites spécialisés, hein, vous pouvez aller, chercher les conventions fiscales si vous êtes concerné et cetera et cetera. C'est pas forcément toujours facile à appréhender, c'est pas forcément facile à comprendre. Au niveau des règles de taxation, au niveau des règles de résidence fiscale, alors pour avoir étudié, il y a pas très longtemps, une convention à la fois belge et une convention à la fois suisse, il faut savoir que la convention fiscale, pardon, entre la France et la Belgique et la France et la Suisse ne sont pas tout à fait les mêmes, ne serait-ce que, par rapport aux critères de détermination de la résidence, fiscale. Donc c'est ça qui est extrêmement important pour le coup, de regarder ça. Voilà. Les résidences fiscales, la répartition, du droit d'imposer, la convention fiscale va régler aussi ce petit litige accessoirement, qui impose, quoi, OK, et comment, voilà. Et puis après, surtout un point important, c'est, le risque de double imposition pour éviter que le contribuable soit, taxé 2 fois. Une fois effectivement sur son impôt du pays, 1, et à la fois sur le pays 2. Donc on verra les mécanismes un petit peu plus tard de crédit d'impôt, de taux effectifs, rapidement, mais voilà. Voilà un petit peu, ce qu'il en est pour, la détermination de la résidence fiscale. On a mis un petit mapping rapidement. Il y a 4 critères. Si vous êtes curieux, je vous invite à lire l'article 4B du code général des impôts qui est vraiment la base, de la base par rapport à ça en termes de critères de détermination de la résidence fiscale. On parle de foyer, de lieu de séjour principal en France, d'activité professionnelle principale, du centre des intérêts économiques. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, c'est très complexe, il y a énormément de jurisprudence sur chacun des critères-là. Souvent, je dirais, on entend, la règle des 183 jours, peut-être si voilà. Il n'y a pas que la règle des 183 jours en vrai. C'est un des critères, notamment, pour le lieu de séjour principal en France, mais pas que, voilà. On a eu certains cas, certaines jurisprudences du Conseil d'État assez surprenantes. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur, le droit interne français. Il faut savoir que ce sont des critères alternatifs, hein, c'est-à-dire que, voilà,
ils vont s'appliquer quoi qu'il arrive, par rapport à ça. En termes de droit conventionnel, donc là, on va parler plutôt donc des conventions internationales. C'est des critères, vous voyez, qui ça se ressemble un petit peu. On va parler de foyer d'habitation permanent, de centre des intérêts vitaux, de lieu de séjour habituel. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin et le dernier, «l'ultime» entre guillemets, c'est la nationalité, qui est pris en compte. Alors on a souhaité, la présentation, vous l'aurez de toute façon. On a souhaité faire effectivement un petit arbre de décision, rapidement, alors dont on se sert, chez nous aussi, en interne. Mais voilà, en termes de, plutôt droit interne français, foi est-ce que vous avez votre foyer en France? Oui, dans ce cas-là, pam, vous avez votre domicile en France, ce qui est le cas grosso modo de la plupart d'entre nous. Soit non, alors dans ce cas-là, effectivement, on va aller regarder d'autres critères. Heu, le critère ensuite donc du coup du lieu de séjour principal, est-ce qu'il est en France ou pas? Si oui, bam, vous êtes résident fiscal, sinon, effectivement dans ces cas-là, on va aller regarder, l'activité professionnelle principale en France et idem, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Heu, donc ça, c'est pour le modèle français. Pour le modèle OCDE, c'est un petit peu différent, mais voilà, vous voyez, que ça se ressemble dans la façon de procéder, en tout cas. Et l'ultime étape, c'est, si, une fois que vous avez été chercher le quatrième critère des conventions internationales, au final, impossible toujours de fixer la résidence. Dans ce cas-là, il y a une procédure amiable, donc c'est une procédure, administrative entre les 2 pays, pour, régler ce conflit. Dans ce cas-là, on parle de conflit de résidence fiscale. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc pour vous, en fait, si je résume tout ce qu'on vient de se dire rapidement, il faut vous poser à peu près 5 questions. 5 questions qui nous semblent, essentielles. La première, c'est, voilà, tout simplement je vois qu'il y a des questions. Heu, non, je vois pas de questions. Touc, 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 touc. OK, non, pas de questions. Touc, 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 touc. Hop, OK. Donc 5 points, pardon. 5 questions. Est-ce que la convention fiscale internationale va s'appliquer à votre situation? C'est le premier point. Au regard, simplement de votre résidence, hein, fiscale, OK. Donc quel est l'état de résidence fiscale? Donc ça, c'est des critères. Qu'est-ce qu'on va regarder comme revenu? Quel revenu est en jeu, en fait? Quelle taxation est en jeu? En fonction de la nature du revenu, si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on s'est dit, c'est soit vous êtes, résident fiscal français, dans ce cas-là, vous avez une obligation fiscale illimitée, soit vous êtes non résident et on va taxer que les revenus, en France, pour le coup, selon un régime un peu spécifique. Dans ce cas-là, c'est pour ça que la quatrième question, c'était, en fait, où sont imposés, vos revenus? Et enfin, l'ultime sujet, c'est comment faire pour éviter de payer 2 fois? Une première fois dans l'état de je dirais de lieu des revenus, en fait, de source, dans l'état source des revenus, et dans l'état dans lequel vous êtes résident fiscal. Voilà, parce que, mais en fait, c'est les conventions fiscales qui règlent, ces soucis-là la plupart du temps. Alors, si on continue un petit peu la démonstration, on va parler maintenant, des conséquences en matière d'impôt sur le revenu, OK, et de prélèvements sociaux. Voilà. Alors, on l'a vu, hein, rapidement, si vous êtes dans un État, autre que la France, OK, tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, article 4 alinéa 2 du code général des impôts, OK, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leur seul revenu de source française. Bon, les revenus de source française, ils peuvent être extrêmement nombreux. Ça peut être des salaires, ça peut être des dividendes, parce que vous avez gardé des placements en France, ça peut être des plus-values, parce que vous avez gardé des placements en France toujours, ou de l'investissement, ça peut être des plus-values immobilières parce que, effectivement, vous avez, de l'actif immobilier, puis, ne serait-ce que pas plus simplement la question de la résidence principale. Si vous partez à l'étranger, en fait, quid de votre résidence principale? On y reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire par rapport à ça. Et puis ensuite, vos revenus fonciers, parce que si vous gardez des biens en France, quid des revenus fonciers? Comment ils sont taxés? Et cetera, et cetera. Voilà un petit peu toutes les problématiques que ça peut entraîner. Hem, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'impôt sur le revenu, en fait, des non-résidents, il est établi uniquement, sur vos revenus de source française avec application, donc on a un barème progressif, OK, et un système de quotient familial. Je vous passe les détails, on va faire simple, OK. On a un taux minimum d'imposition de 20 points, donc 20 de, 0 à 25 710 € de revenus, imposables.
net imposable, OK. Faut savoir que ce taux-là était linéaire, depuis 2018. Effectivement, on a 2 taux, au-delà de 25 700 € de revenus de source française, vous êtes imposé à 30. Voilà, donc voilà. Par contre, effectivement, il y a un petit, système, si vous avez la possibilité de justifier que le taux, effectivement, de l'impôt français qui résulte de l'imposition de vos revenus mondiaux est inférieur à 20. Bah, dans ce cas-là, ça peut être effectivement ce taux-là qui serait appliqué, pour vos revenus de source française. Voilà, donc vous voyez déjà les petites subtilités, c'est qu'on a un barème qui est pas le même, que le barème que vous pouvez connaître en métropole. Voilà, et puis on se posera la question des prélèvements sociaux derrière. Alors, vous pouvez vous dire, «OK, super, on y reviendra, est-ce qu'on peut utiliser des charges déductibles?» C'est des choses qu'on connaît très bien en France, hein. Des réductions d'impôts, des crédits d'impôt, est-ce que ça a un impact si je pars? «Quid?» entre guillemets, si je pars, et est-ce que ça a un impact derrière? Et ben, en fait, oui. Concrètement, oui. Très clairement, on y reviendra tout à l'heure un petit peu spécifiquement, notamment sur le dispositif, comme ça peut être, pour le cas, voilà, sur le cellier à l'époque, sur le Pinel. On va y revenir rapidement, mais voilà, ça peut avoir des vraies conséquences. Est-ce que typiquement, voilà, vous pourriez, faire des cotisations d'épargne retraite, PER. On a eu l'occasion de faire un webinaire aussi, sur cette thématique-là. Alors, c'est assez spécifique, non, bien sûr que non, ça fonctionne pas. Hem, ouais, les investissements donc immobiliers de défiscalisation, je vous l'avais dit, Cellier, Pinel, Monuments historiques, le Girardin industriel. Quid? Pour le coup, et bah, ça, il faut vraiment le regarder. Il faut le regarder par rapport à votre situation, bien sûr, par rapport au fait que ce soit déductible ou pas et voir comment on peut l'optimiser. Mais en tout cas, attention, ça a des vraies conséquences en matière d'impôt sur le revenu. Je souhaitais aussi, attirer votre attention, sur cette notion d'assurance vie. Heu, En France, on l'aime bien l'assurance vie, on connaît, c'est le placement préféré des Français. On parle de plus ou moins 1 800-2 000 milliards, hein, voilà, aujourd'hui. Donc, comment vous pouvez nous contacter? Karine, nous pose la question. Bah, simplement, hein, vous pouvez aller sur notre site internet gestiondepatrimoine.com ou alors, nous envoyer un mail directement à contact@bonjourpatrimoine.fr, pour nous poser directement, vos questions. Hem Contrat d'assurance vie, oui, pour, rentrer dans le vif du sujet, c'est une enveloppe donc placement préféré des Français, une enveloppe de capitalisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait les intérêts générés restent au sein de l'enveloppe et ne génèrent pas, comme son nom l'indique, de fiscalité. Voilà, c'est le gros avantage, c'est qu'en fait on capitalise en franchise de fiscalité. Ça, c'est propre à la France. Attention, c'est pas le cas, de tous les pays. Certains pays, effectivement, ne reconnaissent pas cette nature de l'enveloppe fiscale de capitalisation et peuvent, notamment générer, pardon, une imposition annuelle des intérêts perçus. Alors il y a des taux, hein, pour ça, c'est 0, 15, 0, 10 ou 15 en fonction des conventions fiscales. Je vous le schématise, mais, 95 des pays, c'est, 0, 10 ou 15. Mais en fait, voilà, donc attention, si vous vous dites: «Super, j'ai un contrat d'assurance vie, je peux partir à l'étranger, il ne sera pas fiscalisé». Non, ça demande quand même un œil d'expert, par rapport à ça. Voilà, typiquement, résidents fiscaux espagnols qui détiennent un contrat d'assurance vie de droit français, souscrit auprès d'une compagnie en France, sont exactement dans ce cas-là. Donc, voilà, ça se regarde, et c'est du cas par cas. En termes de fiscalité, je vous le disais, tout à l'heure rapidement, il y a 2 méthodes principales pour éviter que vous soyez taxé 2 fois, donc ça c'est cool, en fonction de la nature du revenu, bien sûr, en fonction des pays aussi. 2 méthodes, une méthode ce qu'on appelle d'imputation, une méthode d'exonération. L'exonération, c'est facile, vous l'aurez compris, le but c'est de ne pas être imposé, à la source, enfin en tout cas pas être imposé sur, les revenus, pardon, issus, par exemple de France dans ce cas-là, ou à l'étranger. Le crédit d'impôt, c'est, en fait, juste défalquer tout simplement le montant de l'impôt que vous auriez, payé à l'étranger, en France ou en France à l'étranger, voilà. Ça peut marcher dans les 2 sens, et ça dépend vraiment de la nature de revenus. Alors, ça, il faut regarder, il faut lire les conventions, pour savoir, quel revenu s'applique comment. Heu, voilà, il y a certains revenus, qui sont au crédit d'impôt, d'autres qui sont au taux effectif, d'autres qui sont effectivement pas taxés. Donc voilà, ça se regarde et quand je vous dis que ça nécessite une vraie expertise et en tout cas de faire un bilan complet, si jamais vous êtes,
voilà, sur le départ, entre guillemets, si vous êtes soumis avoir la chance ou l'opportunité de partir à l'étranger, attention, et ça nécessite une analyse très poussée de vos placements actuels et de votre patrimoine actuel pour voir comment, vous allez être taxé à l'étranger, les conséquences que ça peut avoir. Si on continue dans cette logique-là, tout à l'heure, je vous disais, oui, alors il faut faire attention si vous aviez, effectivement des investissements en cellier, si vous avez des investissements en Pinel, ça peut avoir des conséquences, OK, notamment si vous partez de France, pendant la période de l'engagement de location, voilà. Quid, entre guillemets, de la réduction d'impôt? Est-ce qu'elle est conservée? Est-ce qu'elle peut être imputée quand on revient? Est-ce qu'elle peut être remboursée? Donc voilà, ça, il faut vraiment regarder, concrètement. Alors pour parler du plus récent, hein, sur le Pinel, hem, simplement, hein, pendant que vous êtes dans l'engagement collectif, l'engagement de location, pardon, les périodes d'imposition au cours desquelles, effectivement, vous êtes plus considéré comme fiscalement domicilié en France, vous conservez la réduction d'impôt et elle peut être imputée sur l'impôt sur le revenu dû en France. Voilà, mais sans donner lieu à remboursement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, tout simplement que, vous avez intérêt à continuer à payer un impôt en France si vous voulez pas perdre, votre réduction d'impôt. Je vous la fais plus courte, mais en gros, c'est ça. Voilà. Heu, C'était pas le cas du cellier. Le cellier, c'était pire, puisque en l'occurrence, si vous partiez de France, en fait, la réduction était perdue définitivement et vous ne pouviez pas la reporter, vous pouviez pas la réutiliser. Donc sur des engagements de location de 9 ans, si je prends un exemple, vous aviez du cellier, heu, au bout de 3 ans, on vous dit: «Super, vous partez à l'étranger». Vous dites: «Ah super, j'avais fait un investissement en cellier, j'avais été, conseillé, bien ou pas bien, je ne jugerai pas, mais voilà, je fais un investissement en cellier». Hop, au bout de 3 ans, on vous dit: «Vous partez». Partez, une rotation de 3 ans, OK? Donc concrètement, ça fait quoi? Ça fait que les 3 premières années, vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt cellier, vous la perdez pendant 3 ans et quand vous revenez au bout de 3 ans de «rotation», entre guillemets, vous pouvez récupérer, mais que pour 3 ans. On n'utilise pas les 3 ans en report et pour le Pinel, c'est un petit peu différent. Ça, sur les 9 ans, vous les maintenez. Au bout de 3 ans, vous partez, vous conservez, hein, voilà. Mais par contre, il faut payer de l'impôt, pour que ça vaille le coup, en tout cas, parce que sinon, de toute façon, c'est perdu puisque ça ne peut pas donner lieu à remboursement. Donc voilà, donc faites bien attention à ça et surtout, s'il vous plaît, faites attention aussi, sur ce type d'investissement-là, à avoir une visibilité à minima. Alors parfois, il y a de la surprise, hein, mais avoir une visibilité à minima avant de vous engager et ça, c'est un petit peu surtout le rôle du conseiller de pouvoir, cibler et de vous poser les bonnes questions par rapport à votre entreprise, par rapport à votre statut, aux possibilités d'évolution de carrière notamment. De voir si, entre guillemets, pendant les 10 prochaines années, vous avez la possibilité de partir à l'étranger ou pas. Voilà, parce que ce type d'investissement-là, si vous partez à l'étranger quand même, il faut s'en méfier, c'est pas forcément une grande idée pour ces raisons-là. Donc ça, c'était ce qui concernait l'impôt sur le revenu. Je vais faire un petit focus rapidement sur les prélèvements sociaux. On va se passer l'historique, par rapport à ça. Il y a eu énormément, de sujets, ne serait-ce que, depuis un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, un arrêt de Reuter, hem, qui a, sonné un peu le branle-bas de combat, sur les prélèvements sociaux pour les non-résidents. C'est simple, maintenant, il y a plus de doute. Il y avait avant 2012, il y a eu une période de flou entre 1er janvier et 16 août 2012. Depuis 17 août 2012, c'est très clair. Les revenus immobiliers, donc on parle dans ces cas-là de revenus fonciers, revenus de location meublée, heu, notamment, sont assujettis aux prélèvements sociaux, OK? Sont assujettis aux prélèvements sociaux, OK? Si vous êtes effectivement non résident, mais affilié à un régime de sécurité sociale obligatoire d'un autre pays que l'Union européenne, OK? Voilà, donc ça, il faut vraiment le regarder parce qu'il y a une distinction très précise par rapport à ça. Je vous dis, c'est vraiment nous, c'est des sujets qu'on apprécie, c'est voilà, des problématiques qu'on apprécie, c'est des dossiers qui sont extrêmement intéressants parce que assez complexes techniquement et on apprécie vraiment donc voilà, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter, sur ces problématiques-là. Les plus-values immobilières, elles sont assujettis aux prélèvements sociaux, bien entendu. Par contre, tout ce qui est, les dividendes, les plus-values de cession, les rachats de contrats d'assurance vie et cetera sont non assujettis. Concrètement, ça veut dire quoi? Petite stratégie, si vous prévoyez de partir, et vous envisagez de faire des cessions, ça peut être intéressant d'attendre que vous soyez parti, notamment pour faire ces cessions-là, ne serait-ce que pour faire l'économie des prélèvements sociaux, hein. Il faut se souvenir quand même que les prélèvements sociaux, c'est 17,2, pas rien. Si on arrive à économiser 17,2 alors que vous avez besoin,
de de ces revenus-là, en tout cas de liquider ces placements-là, ça peut, vraiment faire sens. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui sur impôt sur le revenu, prélèvements sociaux. Je regarde s'il y a des questions. Pam, 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 non, pas de questions particulières. Alors c'est pas un monotone, hein, c'est pas un monologue, c'est pas l'idée c'est pas d'être monotone. C'est vraiment d'avoir un échange. Donc si vous avez des questions, bien sûr, on peut essayer d'y répondre avec plaisir. En tout cas, c'est voilà, n'hésitez pas, hem, pour le on a souhaité, en deuxième partie, hem, mettre en avant certains points d'alerte quand vous partez à l'étranger. Heu, on en a listé une petite dizaine, on va passer rapidement. Un point qui nous semblait essentiel, c'est qu'il faut vous poser la question de savoir comment, vous allez continuer de cotiser, OK, pour votre retraite. En fonction de la nature du contrat, soit vous avez un contrat qui reste un contrat de droit français, OK. Dans ce cas-là, il y a pas de souci, votre employeur continuera à cotiser pour vous, OK, c'est très clair. Si par contre, effectivement, vous partez complètement, dans un pays, bah, avec un contrat, pour le moins, soit en détachement, soit un contrat local, en fait, c'est surtout le contrat local qui va poser problème, OK? Parce que dans ces cas-là, vous êtes complètement étranger des systèmes de retraite, pour le coup. C'est-à-dire quoi? C'est que vous ne cotiserez plus, c'est-à-dire que dans votre carrière, le jour où vous aurez besoin de sortir un relevé de carrière, en fait, il y aura un trou, tout simplement et pour avoir fait quelques dossiers, c'est très galère, vraiment, vraiment, vraiment très galère à récupérer, ne serait-ce que les informations, ne serait-ce que de faire communiquer les caisses de retraite entre elles, pardon. C'est vraiment très, très, complexe et très compliqué. Donc par contre, dans ces cas-là, vous pouvez, adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Donc, on a mis le lien, sur la présentation que vous recevrez, vous pourrez cliquer, la CFE, qui peut être effectivement un bon levier pour maintenir vos droits à retraite en France, si vous êtes sur un contrat local. Donc c'est un contrat vraiment, pas un contrat de détachement, parce que contrat de détachement, vous restez rattaché au régime de sécurité, français, enfin régime général français. Si vous êtes en détachement, c'est pas le cas. Donc, voilà, ça peut faire sens, d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Autre point, essentiel, c'est les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Alors, nous, on est assez experts, en la matière. C'est d'autant plus important, d'être précis que vous partez à l'étranger. Je m'explique. Hem Si vous désignez un bénéficiaire étranger, généralement, c'est le conjoint, à défaut les enfants, petits-enfants, et cetera. Si la personne que vous désignez est aussi à l'étranger, il faut que la compagnie d'assurance, effectivement, soit capable de retracer, facilement, pour le coup, le bénéfice des contrats. Voilà. Donc dans ces cas-là, vraiment, plus la clause bénéficiaire sera détaillée, précise, quitte à nommer, «expressément» entre guillemets, la les bénéficiaires avec nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, nationalité, et cetera. Ça facilitera énormément les recherches. Alors, il faut savoir que, hem, c'est des sujets, assez précis, ça dépend de la fiscalité, ça dépend de la date, à laquelle vous avez versé les primes, ça dépend de beaucoup de choses, mais il faut pouvoir, pour vous, en tout cas, pour vos héritiers, pour vos bénéficiaires plus précisément, il faut pouvoir retrouver, enfin, il faut que la compagnie d'assurance puisse retrouver rapidement, les bénéficiaires. C'est quand même d'autant plus facile et plus fluide. Ça, c'est le premier point. Un autre point sur l'assurance vie rapidement, alors si vous avez un contrat, donc en termes de fiscalité, hein, si vous avez un contrat souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance étrangère, là, il y a pas de sujet. C'est-à-dire que vous êtes, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions classiques, comme si vous étiez résident fiscal française. Jusque-là, il y a pas de surprise. Si vous êtes, pour le coup, si vous avez un contrat d'assurance vie français, détenu par un résident fiscal étranger, donc si vous êtes parti à l'étranger, hein, tout simplement pendant que vous avez un contrat d'assurance vie, ce qui est le cas la plupart du temps parce que vous avez tous, des contrats d'assurance vie, vraisemblablement. En tout cas, et quid, si vous partez à l'étranger. Ça change pas grand-chose, ça change pas grand-chose, sauf que, en fait, comme vous êtes non résident fiscal, vous ne bénéficiez pas de l'abattement, des 4 600 € ou des 9 200 € pour, les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans. Voilà, car cet abattement-là, spécifiquement, il est réservé, pour le coup, aux résidents fiscaux français. Voilà, donc après le reste est un peu classique,
je dirais par rapport au régime fiscal, soit avant 2017, soit après 2017, mais retenez surtout que vous ne bénéficiez pas, des abattements, spécifiques pour les contrats de plus de 8 ans. Voilà. Autre point, et c'est là où je vous disais, c'est les particularités effectivement des voilà, comment dire? Des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, à distinguer si vous avez, versé donc les primes avant 70 ans ou après 70 ans. Si vous avez versé avant 70 ans, on est dans le cadre de l'article 990 I du code général des impôts. OK, dans ce cas-là, on va regarder quoi concrètement? C'est soit le bénéficiaire au jour de son décès, au jour du décès, pardon, de votre décès, dans cette hypothèse-là, son domicile fiscal en France. Bon, et il a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, sachant qu'il n'est pas nécessaire que ce soit 6 ans continus. OK. Hem, Bah, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de souci. Si effectivement, l'assuré a au même moment, son domicile fiscal en France, ça fonctionnera. OK, donc c'est les 2 seules, hypothèses pour que, cette disposition effectivement s'applique. Voilà. On pourrait se poser la question: «Quid du bénéficiaire étranger?» Dans ces cas-là, effectivement, c'est d'autres, sujets. Est-il possible de souscrire un contrat d'assurance vie en France, si l'on est déjà expatrié? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est pas simple. C'est pas simple pour plein de raisons, notamment pour des raisons LCBFT, pour des raisons de pays, un peu, «sombres» entre guillemets, par rapport à ça. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, pour le coup. Donc voilà. J'espère vous avoir répondu, Pierre. Quid aussi, deuxième question, sur les primes versées après 70 ans. En fait, sur les primes versées après 70 ans, on se rappelle qu'on est un abattement global, OK, de 30 500 €, tous bénéficiaires confondus, OK. Et ben là, en fait, et c'est on va pas le traiter aujourd'hui, parce que encore une fois, on pourrait y passer beaucoup de temps, puisqu'en fait, on se focaliserait d'ailleurs, sur, les notions de territorialité des droits de succession en matière fiscale, voilà, qui vont dépendre, bah, du lieu du décès, en fait, tout simplement, du défunt, et de, la situation des héritiers, pour le coup, et en fonction, bah, c'est soit ça s'applique, soit la fiscalité française s'applique, soit la fiscalité française, pardon, ne s'applique pas. Et dans ce cas-là, on regarde un petit peu en détail, ce qu'il en est. Voilà, bah, en fait, c'était oui, je n'ai pas fait attention, mais c'est le tableau d'après, donc voilà, je vous le laisserai parce qu'il faut qu'on avance, mais en gros, si le défunt est résident fiscal en France, OK, que l'héritier est résident fiscal en France, il y a une taxation. Si le défunt est non résident en France et qu'effectivement, l'héritier est non résident en France, bah, en fait, on va imposer en France que les biens français. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut avoir à l'esprit. Un sujet quand même, je trouve pertinent, on trouvait pertinent de le mettre. Quid si vous partez, vous devez vendre votre résidence principale, la notion d'exonération de la plus-value, OK, sur la résidence principale. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous vendez votre résidence principale, encore heureux, on est exonéré de plus-value immobilière, pour le coup. Il faut savoir que pour bénéficier de l'exonération de la résidence principale en cas de cession, au jour de la signature de la vente, le contribuable doit être résident fiscal français. Voilà. Si vous êtes effectivement dans ces cas-là, ça ne bloque pas l'avantage fiscal. Si vous souhaitez donc céder votre résidence principale, essayez autant que possible, de la céder avant votre départ pour bénéficier de l'exonération. Voilà. Alors après, en vrai, il y a un peu de souplesse, il y a un peu de jurisprudence sur le sujet. Voilà, mais essayez autant que possible, si j'ai un conseil à vous, donner aujourd'hui, c'est plus de faire, extrêmement attention, par rapport à ça et d'anticiper, si possible. Voilà. Un autre point, donc ça c'était le troisième ou le quatrième ou le cinquième, je ne m'en rappelle plus. Voilà, on va y passer. Rapidement, un point sur la mutation automatique du régime matrimonial. Ça, on pourrait y rester aussi très longtemps sur ce sujet-là. Je voulais juste mettre un petit warning, sur ce webinaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du lieu où vous êtes, du lieu où vous allez, de la nationalité du conjoint aussi, en fait, votre régime matrimonial, donc le régime matrimonial, on se rappelle, hein, c'est ce qui encadre les relations entre 2 époux, bah, en fait, il peut, muter. Voilà, alors, il peut muter, au tout seul, sans que vous vous en rendiez compte et en fait, vous pouvez, très bien avoir plusieurs régimes matrimonial,
dans votre vie, même sans, en signer, en fait, tout simplement, auprès d'un notaire. Alors souvent, la plupart du temps, ce qu'on conseille, dans ces cas-là, c'est de poser à plat, dans votre convention matrimoniale, le choix justement du régime matrimonial pour éviter toutes ces problématiques de mutabilité automatique. Pourquoi? Parce que concrètement, ça veut dire que, en fonction du lieu où vous vous situez, en fonction du lieu où vous établissez votre résidence habituelle après le mariage, en fonction de la nationalité des époux, commune ou pas, en fait, vous pouvez avoir donc ce que je disais, plusieurs régimes matrimoniales. Il y a en France, typiquement, on est sur un régime de communauté, réductus aux acquis. Il y a certains pays, c'est une communauté, mais qui n'est pas réductus aux acquis. Il y en a d'autres, c'est de la séparation de biens. Voilà et en fait, heu, tant que ouais, je dirais tant que tout va bien, il y a pas de problème. En cas de divorce, ça commence à être problématique. Quid? En cas de décès, bien entendu, parce qu'on rajouterait dessus, en plus, une couche, notamment de matière successorale, en matière civile, qui aurait un impact assez conséquent. Donc attention, ça c'est vraiment, gros point d'alerte, pour le coup et c'est pour ça qu'on vous conseille, très vivement avant de partir, d'établir et de figer, en fait, tout simplement les règles, de votre régime matrimonial par un acte notarié. Voilà, ça c'est vraiment, alors si vous êtes bien suivi, votre notaire vous le recommandera, mais c'est aussi notre rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec une approche à 360°, hem, pour le coup de vous conseiller, ces sujets-là, enfin en tout cas ces points d'alerte. Ce que je vous disais aussi rapidement, attention, ça a des impacts en matière de succession, OK? Tout simplement, hein, c'est, quid, de la loi applicable, la loi fiscale successorale applicable en matière civile et puis en matière fiscale, OK? Donc c'est 2 sujets. En matière fiscale, on a déjà pu, voir rapidement quelques points à ce sujet-là. En matière, civile, effectivement, bah, il y a un règlement européen, maintenant qui prévoit, l'application d'un régime unique de droit successoral pour toute la succession, qui va dépendre effectivement de la résidence habituelle du défunt ou de sa nationalité lorsqu'il a exprimé cette volonté. Donc, voilà, vous pouvez aussi après avoir choisi votre régime matrimonial, choisir la loi successorale qui soit, pour le coup applicable, plus en fait, là on est dans un domaine assez, sous seing privé, j'ai envie de dire, plus vous le figez, avant de partir, plus vous pouvez partir l'esprit tranquille sur l'ensemble de ces problématiques-là. Voilà. Donc là aussi, un petit conseil, c'est, établir en fait votre domicile fiscal dans un pays, voilà, où par exemple, vous pourriez avoir des droits de succession faibles. Voilà. Alors, aparté, hein, par rapport à ça, les biens immobiliers, sont de manière générale, en matière de DIP, donc de droit international, privé, notamment fiscal, sont soumis en fait au droit, tout simplement, hein, de leur pays pardon, où ils se situent, où ils se trouvent. Concrètement, peut y avoir quelques petites subtilités, notamment pour des SCI, voilà, on rentrera pas dans le détail par rapport à ça, mais il y a quelques petits sujets, ne serait-ce que, bah, pourquoi? Je vous donne un petit tips par rapport à ça. Tous les pays, entre guillemets, ne, reconnaissent pas la même, notion en matière de, part de SCI. Un exemple, à Monaco, une SCI, c'est une, valeur mobilière. Voilà. En France, une SCI, c'est une valeur immobilière. Vous voyez la différence? C'est que si vous avez des parts de SCI, une SCI, avec son siège à Monaco, ce n'est pas considéré comme un immeuble. Voilà. Il peut y avoir des petits sujets par rapport à ça, notamment. Voilà, en termes d'optimisation derrière. Hem, un autre petit point et c'est l'un des derniers, en matière de location meublée, si vous faites de la location meublée, c'est-à-dire que vous avez, effectivement des logements que vous louez. Faut faire attention aux notions de détente, enfin aux notions, aux conditions, pardon, pour le régime du LMNP, donc location meublée non professionnelle ou du régime LMP, location meublée professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est en fait, à partir du moment où vous êtes considéré, enfin, à partir du moment où vous êtes non résident, bah, les conditions peuvent être assez, remises en cause. Il faut se souvenir que, la location meublée professionnelle, c'est 2 conditions, hein, c'est, plus de 23 000 € de recettes, OK? Et des recettes supérieures aux revenus professionnels du foyer. Vous avez vite compris le truc? C'est et en fait, les recettes donc supérieures aux revenus professionnels du foyer, vous y arrivez très vite.
très, 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 très vite pour la simple et bonne raison, c'est que, potentiellement, vous avez plus de revenus professionnels en France. Voilà. Donc, dans ces cas-là, dès lors que vous retirez un petit peu de revenus d'une location meublée, attention, attention, là, on bascule très vite dans le champ de la location meublée professionnelle. Vous allez me dire: «Bah, ouais, OK, jusque-là, c'est cool». Avant, il était nécessaire d'être inscrit au RCS, donc au registre du commerce des sociétés. Maintenant, c'est même plus la peine, donc en fait, ça peut se faire très vite. Et le régime de location meublée à l'impôt sur le revenu, en fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne simplement que, dans ces cas-là, vous êtes soumis à des cotisations sociales. Voilà, donc c'est cool, mais attention quand même, parce que à la place de payer des prélèvements sociaux, on se souvient de ce que je vous dis tout à l'heure, les prélèvements sociaux, c'est 17,2, et en fait, là, on se retrouve à tout simplement payer des cotisations sociales. Le taux, il peut aller très vite jusqu'à 43, donc attention à ça aussi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être bien accompagné sur cette problématique, ici. Voilà. Pour, pour continuer, en fait, dans cette thématique-là, puis, voilà, on a voulu, terminer sur un placement qui nous semble, particulièrement, pertinent, notamment quand on part à l'étranger, en tout cas quand on prévoit ou on projette de partir à l'étranger. Alors, pas que, hein, pour des résidents fiscaux français aussi, c'est extrêmement intéressant. On voulait vous parler d'assurance vie au Luxembourg. Alors, mon idée, hein, c'est pas de dire, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, heu, déjà parce que ça ne l'est pas, et de vous dire, voilà, il faut absolument, faire en sorte de dévier votre patrimoine, voilà, c'est pas du tout le propos. L'assurance vie au Luxembourg, c'est un contrat d'assurance vie comme ce que vous pouvez avoir en France, à beaucoup d'égards, très différents, mais c'est à peu près le même fonctionnement, OK? Sauf que ça a des vrais gros avantages, quand vous partez à l'étranger. Ça a des avantages en termes de gestion et ça a des avantages en termes d'expatriation. On va creuser un petit peu, sur le dernier quart d'heure, là, ces problématiques et cette solution en fait qu'on trouve extrêmement pertinente. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est une solution qui est, vraiment tournée vers l'international, OK, et c'est à peu près similaire au contrat français. Alors pourquoi? Parce qu'on parle d'un souscripteur, d'un assuré, plupart du temps, c'est vous, en fait, tout simplement, parce que c'est une seule et même personne et bénéficiaire à qui vous voulez que les fonds arrivent le jour où vous décidez. On va parler de qu'est-ce qu'on peut mettre dans un bon contrat d'assurance vie? On peut mettre du fonds en euros, on peut mettre des unités de compte, OK. L'épargne reste disponible, c'est un placement de capitalisation, pour faire écho par rapport à ce qu'on se disait un petit peu plus tôt dans le webinaire. On peut sortir en rente ou en capital. Bon, il y a vraiment des grandes différences, notamment pour de la mobilité, OK, de l'expatriation et pourquoi? Alors, on est vraiment, sur ces sujets-là. Attention, attention, un petit warning quand même, c'est qu'un contrat d'assurance vie au Luxembourg, c'est un contrat d'assurance vie souscrit à l'étranger, d'accord? Je me dois quand même de vous avertir. D'ailleurs, si vous avez, là, des placements étrangers, enfin des placements à l'étranger, surtout, déclarez-les à l'administration fiscale, ça peut valoir très vite très cher. Heu, on parle ici du formulaire 3916, donc c'est, un formulaire spécifique, la déclaration d'impôt sur le revenu, OK? Si vous oubliez de déclarer des placements à l'étranger, y compris d'ailleurs des contrats d'assurance vie, luxembourgeois, droit luxembourgeois, en fait, vous encourez des pénalités de 1 500 € par an, par compte, par contrat du coup. Voilà, ça peut aller vite, ça peut aller vite. On a eu quelques cas, voilà de clients qui, en fait, avaient un compte Revolut, a un IBAN en Lituanie par exemple ou N26, qui est en Allemagne ou et cetera et cetera. En fait, même avec 30 € dessus, se sont fait rattraper par la patrouille de l'administration fiscale, voilà et ont dû payer effectivement, alors sur 3 ans, même si on a une prescription, décennale pour le coup, mais l'administration fiscale a été relativement clémente, entre guillemets, revenue 3 ans en arrière. 4 500 € pour un compte de où vous avez 30 € depuis 3 ans dessus, et sur lequel il y a aucun fonctionnement, c'est compliqué. Même si on bataille un peu avec l'administration fiscale pour dire: «Oui, mais il y a pas de mouvement» et cetera ça marche pas trop. Donc vraiment attention à ça. C'est embêtant, mais déclarez-les. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, alors après, voilà, on est vraiment sur des contrats, d'assureurs qui vont avoir une accréditation européenne, et qui en fait vont être accrédités et c'est ce qu'on va voir un petit peu derrière sur, concrètement quel pays on peut aller chercher. Alors des compagnies, hein, il y a des grandes compagnies, on va parler de One Life, on va parler de Lombard International, on va parler de Cardiff Luxembourg, Apicil Life, Allianz Luxembourg et cetera et cetera. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, Willins, enfin voilà, j'en passe, il y en a vraiment beaucoup
qu'est-ce qui fait en fait que le Luxembourg est très particulier? En fait, on parle ici de neutralité fiscale. Voilà, ça c'est le premier point. La neutralité fiscale, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, tout simplement, la fiscalité sera fonction du lieu de résidence du souscripteur assuré. Voilà, donc la personne titulaire du contrat. C'est pas du tout, alors que si vous c'est pas je vais prendre la phrase dans un autre sens, mais si vous souscrivez, pour répondre à Pierre tout à l'heure, un contrat d'assurance vie effectivement, de droit français, que vous êtes en France, il y a pas de souci. Vous partez à l'étranger, ça reste un contrat de droit français, OK? Donc des revenus mobiliers français, pour faire simple, voilà. Si vous aviez souscrit, Pierre, un contrat d'assurance vie au Luxembourg, OK, avec cette notion de neutralité, en fait, il aurait eu la fiscalité française le temps que vous soyez en France. Vous partez en Italie, le contrat aurait muté, OK? C'est ce qu'on appelle la portabilité des contrats. Et il aurait attrapé, pour le coup, le régime fiscal, tout simplement, des bah, alors je pars en Italie, des contrats italiens et pour en avoir vu, ils sont rédigés en langue italienne et cetera. Donc après c'est pas forcément accessible, mais voilà, c'est ces sujets-là qu'on regarde, très particulièrement. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, après c'est des notions de compliance, des compagnies d'assurance, mais là, un de nos partenaires, One Life, pour ne pas les nommer, mais en fait, on a des contrats d'assurance vie, spécifiques, hein, pour Monaco, pour les Émirats arabes unis, pour l'Israël, il y a l'Arabie saoudite et le Qatar en études, pour Singapour et cetera. Donc voilà et en fait, c'est-à-dire que vous avez un contrat qui est rédigé spécifiquement pour ce pays-là, avec les mêmes avantages que l'assurance vie, mais voilà, qui saura, correspondre parfaitement, bah, pour, votre expatriation, en tout cas pour votre régime fiscal en tant que non-résident fiscal français, en tout cas de résident fiscal d'un autre pays. Voilà. Alors, ça c'est le premier point, neutralité fiscale, OK, portabilité, très clair. Qu'est-ce qui est souvent mis aussi en avant pardon, sur les contrats luxembourgeois? Ça va être la protection. On dit souvent en fait que, bah, un contrat d'assurance vie français, c'est limité à 70 000 € par assuré. Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais c'est 70 000 € par assuré. Quand on compte le nombre de contrats, l'actif, le nombre de provisionnement du fonds, vous n'êtes pas prêt si jamais il y a un crash, peut-être une compagnie d'assurance, il y a un crash, vous récupérez vos billes. Il y a 2 compagnies d'assurance, c'est terminé. Au dernier chiffre, je vous disais, il y a à peu près 1 800 milliards en assurance vie. Je crois qu'on est provisionné à hauteur de 70 milliards, donc il en manque un peu, hein. Voilà. Le Luxembourg, on n'est pas du tout dans ces sujets-là. On parle de super privilège. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un super privilège? Alors, il y a 2 notions, hein, c'est, le super privilège et le triangle de sécurité. Le super privilège, c'est-à-dire que vous êtes créancier de premier rang devant l'ensemble des actifs, en fait, de la compagnie d'assurance. En France, vous n'êtes pas du tout de premier rang, hein. Je crois que vous êtes créancier de quatrième rang en plus. Je suis pas sûr qu'on l'ait mis, dans les slides d'après, mais non. Donc voilà, vous êtes quand même super privilégié, puisque vous êtes numéro un. Encore faut-il avoir des actifs pour vous payer, mais vaut mieux être avant tout le monde, de toute façon. Et c'est que, en fait, bah, vous avez les fonds qui sont, triangle de sécurité, c'est que vous avez les fonds qui sont, totalement distincts, en fait, et c'est pour ça qu'on parle de triangle de sécurité. On ségrègue, entre guillemets, on sépare les actifs et l'autorité centrale, c'est le commissariat aux assurances du Luxembourg qui est extrêmement vigilant et extrêmement pointu. Donc voilà, il y a d'un côté effectivement la banque dépositaire, de l'autre côté, la compagnie d'assurance, OK, et de l'autre côté des sociétés de gestion. En fait, c'est ça qui fait une convention tripartite avec le commissariat aux assurances au milieu, qui supervise tout et c'est, donc voilà. In fine, vous avez une garantie, du capital pour le coup, qui est illimité versus la France où vous avez, aussi en fait comment dire? Une garantie pardon qui est limitée à 70 000 € par assuré. Hem, n'a pas à être déclaré donc si, un contrat, One Life Pierre doit être déclaré. Pour le contrat Luxembourg, donc peu importe si on change plusieurs fois de pays, oui, c'est une bonne question, merci, Lucile. C'est une bonne question effectivement. Un contrat, avec ce système de portabilité en fait peut vous suivre sous réserve effectivement de la, comment dire? De la conformité de l'assureur. Ça, c'est pas «mon job» entre guillemets, mais voilà, attention à ça, le contrat peut muter plusieurs fois de régime fiscal. OK? Heu, fiscalité de vie
en cas de vie du contrat, bon, si vous êtes résident fiscal français, je pense que vous l'avez compris, on peut, se simplifier cette slide. Si vous êtes non résident fiscal français, c'est ce que je vous disais, bah, là, tout simplement, pour un contrat luxembourgeois, c'est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur. Ça, il y a pas de souci. Pour les contrats français, bah, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure, ça va dépendre tout simplement de la convention internationale, signée entre la France et votre pays de résidence. Il faudra regarder les petites lignes, mais justement, les petites lignes, c'est alors souvent d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est plutôt le paragraphe lié aux intérêts, OK? Qu'il faut aller regarder. Alors souvent, il y a 2 paragraphes distincts, il y a un paragraphe pour les dividendes, il y a un paragraphe pour les intérêts. Voilà, je vous invite vraiment à le regarder pour le coup, pour savoir de quel régime, ça dépend et encore une fois, c'est, la plupart du temps soit zéro, c'est cool. Typiquement, tout à l'heure, on se rappelle la carte, hein, mais, on était sur, Émirats arabes unis, typiquement, bah, les Émirats arabes unis, c'est zéro. Voilà, pas de taxation, plutôt cool. Ça peut être 10 ou ça peut être 15, voilà. Si on continue rapidement pour, toujours, essayer de comprendre pourquoi un contrat assurance vie Luxembourg versus la France, c'est quand même intéressant. Et ben, en fait, en cas de décès aussi, en cas de transmission, ça peut être intéressant. On focus. Hem, Si vous regardez, en fait, si vous versez, par exemple, si vous êtes bénéficiaire, pardon, je vais le faire dans ce sens-là. Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, vous êtes non résident fiscal français, il faut regarder concrètement, et la nature, donc des primes versées avant 70 ans ou après 70 ans, OK? Il peut y avoir une double imposition ou pas. Peut y avoir une exonération. Typiquement, j'ai déjà eu le cas de dossier, où, bah, en fait, la convention fiscale entre le il y a pas de convention fiscale entre le Luxembourg et l'Andorre, hein. Nous, on est à Toulouse, donc parfois de la résidence fiscale en Andorre, on en a. Bah, en fait, de placer les liquidités, dans un contrat d'assurance du Luxembourg avec souscripteur andorran, pour le coup et bénéficiaire résidence fiscale andorran, 0 fiscalité. Donc c'était une trappe à transmission extraordinaire. On aurait mis en place un contrat de droit français, ça aurait été taxé. Donc voilà, attention à ça quand même, parce que là, vous voyez, pour les contrats français, c'est loi française, il y a pas de sujet. Par contre, contrat luxembourgeois, on peut, s'éviter certains sujets. Voilà. Et typiquement, si on creuse, ah oui, non, pardon, je vous présente pas la bonne slide, désolé. C'est cette slide-là qui était intéressante, par rapport à ce que je viens de dire. Je suis désolé, mais de toute façon, la présentation, vous l'aurez, on vous la transmettra, mais c'est ce que je vous disais, c'est, attention à ça. Vous pouvez effectivement, avoir un régime fiscal particulier sur ces problématiques-là. Je vois l'heure qui défile, on passe, qu'est-ce que si je devais comparer, tiens, pour avancer un petit peu, un contrat assurance vie, un contrat de droit français, en termes d'univers d'investissement, il y a pas de sujet, hein. Un univers d'investissement d'un contrat d'assurance vie Luxembourg, il est illimité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors c'est très bien, hein, sauf qu'il faut savoir ce que vous voulez faire, parce que faire ce qu'on veut, si on ne sait pas quoi, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux dans ce cas-là avoir une solution contrainte. Mais en tout cas, si vous êtes bien accompagné ou si vous voulez être bien accompagné, hem, je vous conseille vivement, plutôt d'investir sur les contrats assurance vie au Luxembourg. Les montants sont élevés, hein, sincèrement, c'est à partir de 250 000 €, voire 500 000 € en fonction des compagnies. C'est pas forcément pour tout le monde, par contre, il y a des vrais sujets. On s'est «amusé» entre guillemets à faire une battle entre certains critères, l'assurance vie Luxembourg, l'assurance vie en France. Voilà et en fait, si vous êtes en termes de fiscalité internationale, il y a pas de sujet, c'est l'assurance vie au Luxembourg qui gagne. D'un point de vue juridique international, protection du capital, modalité de gestion, on y reviendra peut-être un petit peu après si on a le temps. Bah, il y a pas de sujet, c'est de l'assurance vie au Luxembourg. Par contre, au Luxembourg, il n'y a pas de fonds euros, le fameux actif garanti, propre de chaque compagnie d'assurance. Ça reste plus lourd. C'est pour ça qu'on met, l'accessibilité. Contrat en ligne, Luxembourg, ça n'existe pas. On a encore, la signature digitale, c'est depuis peu. Voilà, on est quand même un peu old school, hein, mais par contre, il y a, des vrais gros avantages, pour, vous, en tant que client, même français, résident fiscal français ou client expatrié, c'est des vrais sujets. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Hem, alors oui, concrètement, voilà, hein, heu, c'est vraiment des contrats qui sont propres aux personnes à mobilité internationale. Ça, c'est très cool. Hem, J'avais envie, effectivement pour terminer, de vous présenter un exemple. Alors voilà, un exemple, hein, Marie, François, 68, 60 ans.
Marié, 3 enfants, sont français, résident fiscal à Bruxelles depuis 20 ans. Mari retraité, fonctionnaire, auprès de la Commission européenne, François avocat. Revenu confortable, 250 000 €. Patrimoine mobilier, effectivement confortable aussi. On a par contre effectivement des placements financiers et un compte d'épargne, voilà. Ils ont une résidence fiscale secondaire, enfin ils non pardon, je dis une bêtise, ils ont une résidence secondaire en France, qui n'est pas une résidence fiscale pour le coup et leur objectif, c'était, voilà, concrètement, je passe, voilà, objectif pour eux, bah, de rationaliser leurs avoirs, de déterminer effectivement, par rapport à leur résidence fiscale belge, concrètement, comment on peut améliorer le rendement dans le meilleur cadre fiscal, d'organiser la transmission. Alors pour le coup, on a, projeté dans ce cas-là, une souscription de contrat d'assurance vie luxembourgeois, voilà, de droit belge pour le coup, avec un dénouement au dernier décès, petite subtilité que permet le droit belge, en tout cas certains assureurs luxembourgeois. Heu, Ça c'est une co-souscription dénouement au 2e décès, ça veut dire que le survivant en fait a la possibilité de continuer, d'utiliser le contrat comme bon lui semble, voilà. On investit le contrat sur un fonds interne dédié, on a dit tout à l'heure et je passe parce que sinon, on pourrait vraiment y passer du temps, mais, pardon, on sur un fonds interne dédié, concrètement, c'est, un gérant pour vous, rien que pour vous, hem, qui va, gérer votre épargne, toutes classes d'actifs confondues, exactement comme vous voulez, ou en tout cas en fonction du mandat que vous lui avez donné, ou en tout cas le mandat que vous avez travaillé avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un expert, et que vous voulez lui transmettre. Donc voilà, c'est un gérant dédié qui va se conforter à votre politique d'investissement, et bien sûr à votre profil de risque. Donc voilà. Voilà un petit peu le point, et si je devais synthétiser cette slide-là et cette partie-là, sur les contrats luxembourgeois, bah, c'est, portabilité, top, fiscalité, top, ne serait-ce que par rapport au principe de la neutralité fiscale. Une gestion financière, c'est pas un sujet. Effectivement, le montant minimum est assez souvent élevé, mais ça peut quand même faire sens, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Voilà, écoutez, on touche un petit peu à la fin de ce webinaire-là. Je vous remercie d'avoir, tenu jusqu'au bout. C'est une matière, très intéressante. Si je devais, synthétiser effectivement, un petit peu une dernière fois et se poser les bonnes questions, bah, en fait, voilà, les enjeux, tout simplement. Quand on part et on fera peut-être le pendant, quand on revient, pour le coup, quand on part à l'étranger, il y a énormément de questions patrimoniales à se poser, à vous poser et pour ça, il est essentiel d'être bien accompagné. Il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux fiscaux, il y a des enjeux de gestion financière et en fait, voilà, sur tous les points qu'on vient d'aborder, le plus important, c'est, comment on peut faire en sorte, que ça colle à votre situation en termes de retraite, en termes de valorisation de patrimoine, en termes de fiscalité, en termes de mutation de régime matrimonial, en termes de succession, et cetera, et cetera. Voilà, écoutez, en tout cas, nous sommes là. N'hésitez pas, vous pouvez utiliser notre tool, d'objectif patrimonial sur notre site internet gestiondepatrimoine.com si vous souhaitez, bah, voilà, nous indiquer certaines, préoccupations patrimoniales. En tout cas, nous serons et nous sommes ravis, d'avoir été avec vous et nous serons ravis, pour le coup, de pouvoir vous accompagner dans vos démarches patrimoniales, en tout cas pour, de départ à l'étranger. Alors bien sûr, hein, on a tous les moyens pour, digitaliser, hein. Quand je vous disais tout à l'heure que les compagnies luxembourgeoises commencent un petit peu à digitaliser, c'est que en fait, elles ont été un peu old school et nous comme, bah, on travaille beaucoup en visio, hem, on travaille beaucoup ne serait-ce que WhatsApp et cetera. Aujourd'hui, on peut échanger très rapidement, et vous offrir un accompagnement sur mesure, même si vous êtes au bout du monde. Ça fait partie de notre spécialité, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à nous contacter, contact@bonjourpatrimoine.fr, à utiliser notre site internet gestiondepatrimoine.com, pour le coup. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'étais ravi de partager cette heure avec vous et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite, sur notre chaîne Webikeo. Bonne journée.